Salut à toi. Aujourd'hui, on reçoit Emeline. Si toi aussi tu veux savoir comment sa passion pour NCIS l'a fait quitter son rocher au bout du monde pour devenir une sommité de la cybersécurité au Québec, je te laisse la découvrir maintenant. Donc, tu étais en train de me parler de chocolat, c'est ça? Oui, ouais. C'est Je bien. disais que malgré mon âge, ma maman m'achète encore mon calendrier de l'Avent Kinder. C'est une super maman que tu as. On devrait tous avoir ça comme règle non écrite à la maison. Ouais, ouais. Il y a eu une phase où est-ce que je lui dis non, j'en veux plus, et j'ai plus l'âge. Et je pense qu'elle l'a très très mal vécu. Donc maintenant, je sais que ça lui fait plaisir. Alors, j'accepte. Oh, tout le monde aura noté le twist. Je sais que ça lui fait plaisir de m'offrir du chocolat, donc je vais l'accepter, évidemment. C'est une chouette introduction. Un grand bonjour à toi, Emeline. Et bonjour, merci pour l'invitation. C'est moi qui te remercie d'être venue. C'est déjà 50% de la job qui est faite. On va commencer avec la question la plus facile. Qui es-tu? Ça, c'est relatif si c'est la plus facile, hein. Des fois, c'est pas facile nécessairement. Qui suis-je? J'ai plusieurs chapeaux, mais celui que je mettrais de l'avant en premier, c'est que je suis formatrice en prévention des fraudes, en cybersécurité. J'ai mon entreprise et je donne de la formation justement dans d'autres entreprises pour prévenir le facteur humain de la des cyberattaques, de la cybersécurité et tout. Waouh, direct sans transition. Donc, super, on parle de cyber, on parle de criminalité, on parle d'entrepreneuriat. Waouh! On va commencer par le commencement. T'es tombé dedans comment? En étant tout petite comme Obélix, dans la potion magique ou... Non, pas du tout. Tu l'entends, mon petit accent aussi. Je suis pas née au Québec, même si j'aurais pu, mes parents auraient pu faire ce choix-là, mais non. Je suis française d'origine. Mes parents, j'ai pas grandi beaucoup en France, donc généralement les gens ils me demandent t'es où, de où en France, ou alors, en tout cas, je vais t'expliquer la petite anecdote après, mais mes parents sont partis de France quand j'avais 4 ans et Ok. ils ont déménagé à Saint-Martin, qui est un département d'outre-mer, donc Oui. c'est la France, mais de l'autre côté de l'océan où est-ce qu'il fait chaud. Et justement, la petite blague, c'est moi et la géographie de la France, ça va pas du tout. Et j'ai pas appris la géographie de la France à l'école, moi j'ai appris la géographie des petites Antilles. Donc Oui. voilà pour l'anecdote. Et non, la cybersécurité est vraiment pas rentrée dans ma vie dès ma naissance. Moi, je voulais être, tu sais, à 17 ans, je suis partie de Saint-Martin pour le Québec, pour les études, parce que Saint-Martin, Oui. c'est un tout petit caillou, il n'y a pas d'université. Et moi, je me suis inscrite en criminologie à l'Université de Montréal. Et moi, je voulais être comme NCIS, tu sais, Oui. laboratoire, police scientifique, faire des analyses. Eh ben, la crimino au Québec a absolument rien à voir avec ça. Un criminologue au Québec, moi j'apparente ça beaucoup à un psychologue pour criminels. C'est-à-dire que on a accès à un criminel et on va vouloir le réadapter socialement, mais pour ça, il faut comprendre un petit peu le pattern, il faut comprendre qu'est-ce qui l'a amené là et l'accompagner dans tout ça. Donc, je me suis perdue là-dedans, mais je me suis quand même retrouvée aussi un petit peu où est-ce que je me suis plus spécialisée en toxicomanie, en itinérance. Je travaillais longtemps à Montréal dans des organismes communautaires justement auprès de cette clientèle-là. C'était rough, c'était pas facile tous les jours. Tu sais, on ajoute à ça des problèmes de santé mentale. C'est rock and roll. Oui. Et au bout d'un moment, j'ai voulu un peu changer d'horizon. Et c'est un peu là que la cyber est entrée dans ma vie parce que je voulais retourner à l'école. Moi, je crois énormément au réseau, au réseautage, dans la vie, c'est qui est-ce que tu connais. Et je voulais retourner à l'école pour rebâtir un petit peu mon réseau, mais je savais pas quoi Ok. faire. Et c'est mon conjoint qui a trouvé le certificat en cyber-enquête à Polytechnique Montréal. Et quand il m'a montré ça, j'ai dit, mais c'est ça qu'il me faut. Je veux pas faire une maîtrise en criminaux, je veux pas faire tel truc en intervention. Je veux sortir d'intervention. OK, let's go, je me lance là-dedans. Donc, j'ai fait le certificat en cyber-enquête en 1 an et demi à peu près. À temps partiel, je travaillais quand même à côté. C'est des cours du soir. Bref, je te le vends là parce que j'ai tellement aimé ça qu'aujourd'hui, Oui. j'enseigne à Poly. Ça, c'est vraiment là que la cyber est rentrée dans ma vie et que je me suis dit, oh, le crime sur Internet, ça existe. Et puis, il y a des choses à faire là-dedans aussi. Donc, c'est de cette façon-là que la cyber est rentrée dans ma vie. Ça m'a ouvert donc à la fois la porte de l'enseignement, où est-ce qu'aujourd'hui j'enseigne encore à Poly, et ça m'a ouvert aussi à ce moment-là la porte du domaine bancaire, où est-ce que j'ai travaillé à la Banque nationale au niveau des fraudes, au niveau des enquêtes, lutte au blanchiment d'argent aussi. Donc, vraiment criminalité financière plus plus. Et c'est là que je me suis dit, mais je peux pas croire qu'il y a tellement de gens qui se font frauder, il y a tellement de gens qui cliquent sur des liens, des gens qui...
Les virements Oui. Interac, la question secrète, c'est des choses super obvious. Je peux pas croire qu'on manque d'éducation à ce point-là. Fait que là, le côté intervenante psychosociale est ressorti en moi. Je me dis, il faut faire quelque chose, il faut aider. Et c'est là que mon entreprise s'est lancée, qui n'était pas un projet d'entreprise à la base. Moi, j'avais pas pour ambition de me partir à mon compte, mais je me suis fait prendre par mon propre jeu. Voilà. Alors, j'ai une question qui me semble évidente. On voit quand ta série sur Netflix? L'histoire, l'histoire de ta vie, là, ça a l'air, au moins ce segment-là, ça a l'air passionnant. Mais allons dans Mais l'ordre. oui, Je comprends que tu étais, on dira, intéressé par NCIS. NCIS, c'est américaine, t'ont bien vendu. Mais je veux dire, ce premier coup de cœur professionnel que tu as eu, c'est vraiment via NCIS ou bien c'est via, t'avais quelqu'un dans ton entourage qui faisait exemple, qui travaillait dedans ou vraiment pas, c'est venu de nulle part? c'est vraiment venu de nulle part. Pour de vrai, moi, je sais pas, je suis quelqu'un de très, très dans l'analyse, très analytique, qui aime résoudre des problèmes aussi. Euh, Fait que, ouais, non, c'était plus. C'est les enquêtes qui me plaisaient au final, donc je m'en suis rapprochée après indirectement. Mais non, personne dans la famille, non, du tout, du tout. C'est assez intéressant. Surtout que moi, le premier, tu sais, quand on parle justement de cybercriminalité, sans rien connaître de ton parcours, on a tendance souvent à penser à tort ou par, je dirais, abus, que c'est fait par et pour des geeks. Mhm. Et des vrais geeks, c'est-à-dire ceux qui font du code, ceux qui font du réseau, ceux qui craquent, ceux qui ont des white hats, ceux qui sont à fond dedans. Mais c'est intéressant de voir qu'en fait, non, toi, c'est vraiment un parcours académique presque pur qui t'a amené là-dessus. Complètement. Waouh! C'est quelque chose que j'essaye de mettre beaucoup, beaucoup de l'avant, mon parcours, parce que justement, comme tu dis, notre premier réflexe, c'est de penser à la machine, aux techniques, aux technologies. Et je suis tellement face à des étudiants parfois qui sont inscrits au certificat et qui viennent me voir et qui me disent, je sais pas si je suis à la bonne place, j'ai pas de parcours technique, je sais pas si c'est la bonne voie pour moi. Et là, je Mm. leur dis, mais oui, tellement, parce que oui, c'est important le côté technique, mais il n'y a pas que ça. On a tellement besoin d'avoir des gens avec des parcours et des ambitions différentes qui viennent ajouter un point de vue différent à ce qu'on connaît et ce qu'on a vu, revu et revu. Donc, non, je trouve que c'est important de ne pas avoir que cet aspect technique-là. C'est cool. Puis en plus, tu enseignes. Oui. Donc, tu veux pas quitter l'école. C'est noté. Et en plus, l'école, ils m'ont mis cette session-ci, ils m'ont mis un cours le vendredi soir de 19h à 22h. Fait vraiment que je les aime pour être là. Ça, c'est tactique. Ça, c'est le vrai test. Euh, on va aborder tout de suite l'entrepreneuriat. Tu as dit que tu es tombé dessus un peu par hasard. Ouais. C'est venu de l'extérieur? C'est une proposition qu'on t'a faite? Ou c'est à toi arrivé à un moment, tu t'es dit, ah ben en fait, je vais me lancer? C'est une très bonne question. Je pense que j'avais un petit peu ça en moi, mais que j'avais besoin d'aide extérieure. Mes parents non, la majorité de leur vie ont été à leur compte. Donc j'avais Oui. ce modèle-là. Ok. Mon papa avait son entreprise, maman l'aidait aussi. Puis tu sais, papa, il était exterminateur. Donc tu sais, Ok. Oui. c'est un métier plus physique, etc. Plus de service aussi. Euh, donc j'avais ce modèle-là. Mais moi, j'aimais ça, le lifestyle des entrepreneurs. Tu sais, j'ai vu mes parents, j'ai vu le fait que, OK, on est malade, ben, ils arrêtent de travailler, puis tu sais, ils réaménagent leur horaire, mais c'est beaucoup plus facile que d'être en fait. Donc, moi, je me suis toujours dit, le jour où j'aurai des enfants, et j'en ai pas encore à l'heure actuelle, mais je me suis toujours dit, le jour où j'aurai des enfants, moi, je ne travaille pas les 2 premières années de leur vie. Alors, je sais pas à quel point je suis capable de faire ça parce que je suis un peu workaholic, puis j'aime ça travailler, mais au moins d'avoir le choix. Tu sais, cette Oui. notion d'avoir le choix, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi. Donc, ce lifestyle m'a toujours beaucoup plu, mais je ne mettais pas d'action en place pour que ça devienne possible. Et le projet d'entreprise, en fait, c'était un petit projet où est-ce que c'est plus l'aide extérieure dans le sens où j'ai des amis qui étaient entrepreneurs, qui étaient à leur compte, et à un moment donné, qui m'ont dit que j'étais égoïste d'avoir toutes ces connaissances et de garder tout ça pour moi. Ok. Ça a été ça l'élément déclencheur. Ça a été de dire, ouais, c'est vrai. Et j'ai eu beaucoup de mal avec certains mots, c'est avec le mot entrepreneur. J'ai eu beaucoup de mal avec ce mot-là, dire je suis entrepreneur, j'ai eu beaucoup de mal. Alors je suis revenue un petit peu, j'ai décortiqué le mot en disant, bah, c'est quoi un entrepreneur? C'est quelqu'un qui entreprend. Est-ce que tu entreprends? Oui. Alors tais-toi, arrête d'avoir du mal avec ce mot-là, tu entreprends. Et qu'il y a eu comme plein de petits déblocages dans ma tête qui m'ont amené à accepter ça. J'ai eu beaucoup de mal avec le mot expert aussi
de dire qui je suis moi pour être expert. Et là, je reviens à l'origine. C'est quoi un expert? C'est quelqu'un qui a plus de connaissances que d'autres personnes. Donc, est-ce que quand je me retrouve dans une pièce, est-ce que j'ai plus de connaissances sur ma zone de génie, qui est la cybersécurité, ce qui est la prévention? La réponse est oui. Donc, je suis experte. Expert, c'est pas être le top du monde. De toute façon, ce rôle-là finit par être révisé aussi dans tous les cas. Donc, bref, donc revenir à l'origine de certains mots, les accepter et voilà, prendre des actions. Et quand je dis que ça m'est un peu tombé dessus, c'est que voilà, mes amis m'ont dit c'est égoïste de garder tout ça pour toi, fais quelque chose. Ça, c'était en janvier-février 2021. Euh, Fait que j'ai créé une chaîne YouTube. Et pour ce groupe d'amis-là, on se rencontrait tous les matins à 7 heures. Donc, tu sais, quand je disais que je n'étais pas entrepreneur, mais Oui, finalement, la fille, elle était employée, mais à 7 heures, elle était sur des appels mastermind avec des gens. Et je me suis dit, OK, le mois de mars, c'est le mois de la prévention de la fraude. Je vais vous faire des petites capsules, 1 minute, 2 minutes. Fait que je oui. leur ai préparé du contenu tout le mois de mars, que je leur faisais live. Puis là, je me suis dit, c'est dommage quand même de faire ça juste live et que ça reste nulle part. Donc, c'est là que j'ai créé la chaîne YouTube. C'est là que ben, j'ai mis ça un peu plus de l'avant et ben, que clairement, j'avais beaucoup plus de plaisir à faire ça que ce que je faisais à la banque à ce moment-là. Donc, c'est vraiment tranquillement. C'est ben, tranquillement au mois de juin. Donc, j'ai commencé en février, puis au mois de juin, j'avais démissionné de la banque. Donc, ça a été tranquillement, mais rapide en même temps. Donc, ouais, c'est ça, C'est, c'est ext- l'historique. je dis c'est cool. C'est extrêmement intéressant parce que tu es très cartésienne, hein, donc tu présentes Mhm, vraiment les éléments dans l'ordre, puis en plus c'est vulgarisé, donc tout le monde est capable de se l'imaginer ou de le comprendre. Euh, Puis c'est aussi super intéressant, je veux dire, l'enchaînement logique. Tu sais, on t'a suggéré quelque chose, t'as embarqué, puis tu te dis, bah, on va faire une rencontre, puis on va faire ça. Comment je peux l'immortaliser? Bon, on peut le faire en vidéo, on fait, et puis en fait, ce que je trouve intéressant, pour, je vais dire, admirable, mais allez, ce que je trouve admirable, c'est que tu représentes l'antithèse de ce qu'on nous vend. Actuellement, souvent, quand on pense à l'entrepreneur ou quand on s'imagine entrepreneur, on se dit, bon, moi, je vais partir une chaîne YouTube, puis il faut que j'aille du contenu, puis je vais essayer de trouver mon contenu. Plutôt que de mhm. partir, comme tu l'as fait, d'une solution répondre à un besoin, puis comment je peux l'immortaliser, ce qui est beaucoup plus simple, ce qui explique pas mal, à mon avis, ton succès. Le fait de démarrer en pleine pandémie, parce qu'on s'entend que 2021, il y avait quand même deux, trois trucs qui se passaient autour de la planète, comment tu l'as vécu? C'est un peu bizarre à dire, mais si la pandémie et le télétravail n'étaient pas présents, je me serais probablement jamais lancée. Parce que Ok. j'ai eu cet avantage-là d'être 100% en télétravail, d'être 100% de la maison. Donc, tu sauves du temps, surtout, sauves du temps pour aller au bureau, le transport, tout. Donc, s'il n'y avait pas eu ça, probablement ça aurait été beaucoup plus compliqué de me lancer. Donc, moi, je remercie. Et je sais qu'il y a des choses horribles et Oui. négatives qui sont arrivées aussi, mais moi, ça a été une opportunité que j'ai pu saisir. Moi, je vais le faire, le film ou la mini-série sur toi sur Netflix. Moi, je vais proposer un truc, il faudra qu'on en discute après très sérieusement. Mais pour faire du pouce sur ce que tu disais tout à Ouais. l'heure, moi, je crois beaucoup en une théorie qui, je pense, n'est pas scientifique du tout, mais c'est la théorie du PPPP, donc 4 P, qui veulent dire le plus petit pas possible. Ça, c'est quelque chose qui est très sécurisant parce que quand tu regardes une montagne et tu dis, ouais, je vais monter ça, ça fait capoter ta vie. Tandis que quand tu le découpes en micro étapes, ben, c'est beaucoup moins intimidant. Et d'un autre côté, c'est motivant aussi parce que tu sais qu'il y a quelque chose au bout et que tu l'as décortiqué complètement. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'aide vraiment beaucoup, beaucoup. Moi, j'étais en train de me demander si j'allais intégrer ça dans un cours ou pas. Hmm. Présenté par toi. On va faire des modules de formation à la fin avec un code promo Ziadadi qui ne servira absolument à rien. Euh, c'est extrêmement intéressant, c'est que tu nous amènes, mais je vais quand même rester un petit peu sur l'entrepreneuriat. Actuellement, tu es entrepreneur. Tu es dans un domaine qui est extrêmement stratégique. On parle quand même de sécurité informatique. Puis vu tout ce qu'on a vécu, je dis au Québec, on sait tous que le problème n'est pas les hackers, mais une personne qui peut s'échapper ou sortir de son bureau avec une simple clé USB. Mhm. Voilà, ça c'est dit. Euh, comment tu vis cette réalité? Je vais peut-être le plus le détailler.
Vu de l'extérieur, on a l'impression qu'on a une montagne face à nous. Tu sais qu'en fait, la sécurité informatique, ben, c'est compliqué. Parce qu'entre l'humain, enfin le facteur humain, le facteur, je vais dire, purement technique, au niveau des architectures, tu creuses, tu creuses, tu creuses, puis en plus, Internet, c'est ouvert partout, puis tout est connecté, puis on a très peu de maîtrise, en fait. Dit Ouais. concrètement, on est formé à savoir allumer et éteindre un ordinateur, mais à avoir les bonnes pratiques et les bons usages, et puis savoir sécuriser un élément. C'est ce que je t'avais dit à la blague de la dernière fois. Je dis pour gagner du temps, on va tous utiliser un 2 3 4 5 comme mot de passe. Mhm. Comme ça, on aura tous le même, puis il n'y aura plus de problème. J'ai fait des guillemets en disant ça. Comment tu le vis? J'ai bien aimé, tu sais, ton approche des petits pas, mais au niveau de la grandeur de la tâche, comment tu le vis, toi, en tant que professionnel? Hmm. T'as dit quelque chose justement en lien avec ça et je rebondis là-dessus, c'est il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas contrôler, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on n'a pas de pouvoir. Donc, mon- c'est quelque chose que je dis même quand j'explique aux gens ce que je fais, c'est de redonner du pouvoir à l'humain sur la technologie. C'est vraiment une phrase que j'utilise souvent et c'est de dire on a du pouvoir quand même sur cette technologie. C'est sûr qu'il y a des choses qu'on ne peut pas gérer. Oui, Et de toute façon, il ne faut pas virer fou non plus parce que même dans le meilleur des mondes, la sécurité à 100% n'existe pas. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est de faire de notre mieux et de reprendre du pouvoir là où est-ce qu'on en a. Donc, plutôt que de se laisser vivre, se laisser aller dans certaines situations et faire aveuglément confiance en disant, oh, j'utilise le cloud, je suis en sécurité. Non, il y a quand même des pratiques à avoir pour maintenir ces outils-là en sécurité. Euh, donc, encore là, voilà, c'est de reprendre du pouvoir là-dessus. Et puis, en termes de sécurité, il y a toujours un conflit. Il y a toujours un conflit entre sécurité et fonctionnalité, oui, dans tous les cas. Fait que la sécurité pour toi n'est pas la même sécurité pour moi parce qu'on n'a pas, on n'atteint pas de la même manière ce niveau de fonctionnalité, de user-friendliness, si on veut. Donc, c'est quelque chose que je regarde aussi beaucoup quand je parle avec des personnes, c'est de dire, OK, si je te mets ton niveau de sécurité on top, génialissime, quoique la sécurité à 100% oui. n'existe pas, est-ce que tu vas l'utiliser? Si la réponse est oui, let's go. Si la réponse est non, ben OK, je baisse un petit peu mon niveau de sécurité pour quelque chose qui est convenable quand même. Et à ce moment-là, est-ce que tu vas l'utiliser? Et donc, on cherche un petit peu cette zone d'équilibre-là. Mais c'est d'avoir du pouvoir là où est-ce qu'on peut en avoir. Et je crois énormément aussi à travailler en équipe parce que la cybersécurité, on l'a dit, c'est un domaine super large. Quand il y a des gens qui me disent aujourd'hui, tu travailles en cybersécurité, ok, mais quoi? Tu fais quoi? Tu sais, c'est un peu comme les gens en marketing Oui, aujourd'hui. Ok, mais le marketing, c'est super large. Qu'est-ce que tu fais plus concrètement? Et peut-être que tu fais plein de choses, mais il y a toujours des choses qu'on préfère à d'autres et où est-ce qu'on veut se nicher un petit peu plus. Donc, je crois beaucoup à travailler en équipe et je ne dis pas que je suis la solution, pas du tout. Mais je suis, tu sais, c'est un peu comme un antivirus. Si un antivirus te protège, ben, c'est une portion qui va ouais. t'aider à, mais c'est pas la solution. Donc, au même titre, ça prend d'autres professionnels. On peut penser à justement des gens qui sont plus techniques, technologiques. Tu sais, on peut avoir des avocats. C'est hyper important avec la loi 25, les choses qui s'en viennent. Donc, quelque chose plus juridique, quelqu'un en relations publiques. Tu sais, il y a plein de domaines connexes à la cybersécurité et voilà, je pense que la chose pour laquelle je veux militer le plus, c'est la vulgarisation. Ça, c'est quelque chose qui vient beaucoup, beaucoup me chercher quand il y a certains domaines d'activité qui complexifient, qui utilisent des mots que ton cerveau, il doit réfléchir 40 fois pour comprendre ce qu'on veut dire. Je veux vraiment que ce soit simple et je remercie sincèrement, peut-être que je dévie ta question et tu me le diras, tu me ramèneras à l'ordre, mais je remercie sincèrement une personne qui, au début de mon parcours, a été très, très honnête et très franc avec moi, qui m'a dit, Emeline, quand tu utilises le mot cybersécurité, cybercriminalité, mon cerveau, il fait même pas la distinction entre les deux. Utilise des mots que j'ai pas besoin de réfléchir pour comprendre. Alors, ça a été rough quand il m'a dit ça, parce que ça faisait des mois que j'utilisais ces mots-là. Je me dis, putain, tous ces gens-là, ils m'ont pas compris depuis le début, probablement. Mais ça a été super bénéfique parce qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à utiliser le mot fraude. Est-ce que c'est 100% de la prévention des fraudes, ce que je fais? Oui, mais pas tant directement. Mais est-ce que les gens, ça leur parle beaucoup plus? Clairement, ça amène des images, ça amène un peu plus des émotions. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut arrêter de parler avec des mots, mais il faut parler avec des émotions pour que les gens, on absorbe plus facilement ce que les choses veulent dire. Et j'ai Ça sera- complètement dévié de ta Non, non, question, c'est je pense. parfait. J'allais commenter en disant notez bien tout ce qu'elle dit, ça sera dans l'examen de session. Euh, est-ce que tu as toujours eu cette tête sur les épaules? Parce que tu as l'air extrêmement réfléchie et cartésienne. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je pense que de t'arriver, d'avoir changé de pays et quitter sa famille à 17 ans, ça aide. C'est difficile quand même de
d'être déraciné, mais Oui, j'étais habituée d'être déracinée parce que déjà, quand mes parents sont partis de France à 4 ans, t'es déraciné du reste de oui, toute ta famille. Tu sais, moi, j'ai pas beaucoup grandi avec mes cousins, mes cousines, mes grands-parents, etc. Donc, t'es déraciné, mais t'es avec tes parents. Et là, à 17 ans, d'être déraciné et d'être tout seul, quoi qu'il t'es quand même dans le coin, puis ils vont ouais. me rendre visite et tout. Mais je pense que ça joue pour beaucoup. Mais même avant, tu sais, même avant, j'étais quand même. J'ai toujours été quelqu'un qui avait besoin de travailler pour réussir. J'avais pas nécessairement la réussite facile, comparativement à mon petit frère, exemple, que lui, tu sais, il a 2 ans de moins que moi, mais il faisait mes devoirs avec moi, puis il était super bon. Mais il Ok, arrive à un stade dans la vie où est-ce que quand ce niveau et ses capacités atteignent une limite et que tu as besoin de travailler, mais tu n'as oui, pas la méthode et tu ne sais pas travailler. Donc, j'ai eu cette chance, entre guillemets, d'avoir toujours eu besoin de travailler. Donc, cette méthode, j'ai dû la peaufiner au fil du temps, probablement. Mm. c'est vraiment cool. Non, mais très sincèrement. Puis c'est intéressant aussi de, c'est intéressant de nous partager ce que tu nous partages là, parce que c'est à tort le coup, excuse-moi, à certains profils ou à certains fantasmes qu'on a sur pour être entrepreneur, faut être comme ça, faut avoir fait ça, faut Mhm. avoir vécu ça, ou faut être ci, faut être ça. C'est assez intéressant, puis surtout c'est cool parce que c'est toi. Donc forcément, c'est bon à prendre. Actuellement, tu travailles beaucoup au Québec. Oui. Quid de l'étranger? Est-ce que tu es intéressé par ce qui se passe à l'étranger? Est-ce que tu penses aller travailler à l'étranger? Ou est-ce que tu es bien au Québec? Je suis bien au Québec. On ne sait pas de quoi la vie est faite, Oui, donc la porte est jamais fermée. Mais tu vois, j'ai expérimenté d'aller travailler depuis l'étranger pendant 7 semaines et j'ai réalisé que je n'étais pas faite pour être digital nomade. Je suis beaucoup trop, j'allais dire princesse, mais c'est même pas ça. J'aime beaucoup trop une certaine zone de confort quand oui. je travaille, puis le cadre que ça m'amène. Fait que je suis pas faite pour être digital nomade, clairement. Euh, donc non, c'est pas du tout. Moi, tout le monde moi j'ai ramené tout le monde ici, hein. Mes parents, mon petit frère a eu un bébé, ils sont ici. Et j'ai ramené tout le monde, donc j'ai plus aucune raison de partir. Euh, Ça serait même dommage d'avoir ramené tout le monde, puis après c'est moi qui repars. Mais non, écoute, je ferme pas la porte. Je sais que mon conjoint a des projets puis qui pourrait peut-être potentiellement le ramener en France éventuellement. Fait que la porte n'est pas fermée de dire OK, ben, pendant un an. Mais ouais, la porte n'est pas fermée, mais c'est pas du tout dans les plans. À Ok. voir. Mm. Tu nous l'as dit avant, tu enseignes. Oui. C'est intéressant parce que tu nous as parlé un peu du syndrome de l'imposteur qu'avaient certains de tes étudiants qui venaient en disant je pense ne pas être capable ou je me suis peut-être trompé ou puis ça tu y as répondu. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ces nouvelles générations d'étudiants qui arrivent dans ce domaine de la sécurité là? Est-ce que tu as l'impression qu'ils sont mieux armés, plus ouverts? Ou en fin de compte, il n'y a pas vraiment de différence générationnelle, c'est juste des attrapes différentes. Alors, c'est intéressant parce que moi, au niveau de mes étudiants, j'ai à la fois des jeunes Oui, que des moins jeunes. J'ai des personnes qui, tu sais, c'est un certificat qui est idéal aussi pour des retours à l'école, pour des oui, personnes qui sont, par exemple, policiers, qui sont dans le domaine de l'assurance, ou peu importe, et qui veulent aller se chercher une petite saveur cyber. Mais cool. j'entends que ta question concerne plus les jeunes. Les jeunes, en ce moment, et le marché de l'emploi n'aide pas, j'ai l'impression que tout leur est dû. C'est comme qu'ils ils sont bons normal, mais que tout leur est dû et ils ont de grandes, grandes attentes et bah, tu sais, ma théorie du plus petit pas possible, Oui, voilà, on peut pas. Et de toute façon, ils ont des grosses attentes en termes de poste aussi, mais des fois, je les challenge en disant, est-ce que ce poste-là, c'est ça que tu veux atteindre? Mais tu sais même pas concrètement à quoi ça ressemble. Tu n'as jamais parlé à quelqu'un qui fait ça dans son day-to-day. Ça se trouve, tu vas arriver là-haut et ça va juste pas te plaire. ouais, Donc, ouais, je pense que c'est une génération beaucoup sur l'image et ce qui est extériorisé aussi. Puis avec les réseaux sociaux, avec tout ça, c'est pas une surprise. Mais ouais, j'ai l'impression qu'ils font beaucoup les choses parce que, mais pas tant pour eux. Tu sais, c'est comme si on prend pas tant le temps de s'arrêter, de dire qu'est-ce que je veux moi pour vrai. Mais en ouais, même temps, c'est pas facile comme question aussi. oui, Donc, pour ça, il faut expérimenter. Mais j'ai l'impression qu'on n'expérimente plus. Et moi, j'ai expérimenté énormément. Et quand je parlais que j'étais criminologue, que je travaillais oui, dans des organismes communautaires, moi, ça a été vraiment long avant que j'accepte mon premier poste permanent. Et pour moi, ok, c'était une grosse étape dans ma vie. J'ai fini mon bac en criminaux et je travaillais sur des listes de rappel pendant
2, 3 ans où est-ce que je me promenais. J'étais sur six listes de Ok. rappel. Je donnais mes dispos. C'est moi qui décidais si je travaillais ou non. Ça m'a permis d'explorer plein de trucs parce que la crimino, ça aussi, c'est un domaine super vaste. Tu peux travailler avec des jeunes, avec des femmes, avec des plus vieux, avec, tu sais, dans des maisons de transition, en toxique. Tu peux travailler dans plein, plein de choses. Donc, je pense que c'est plus ça que j'encouragerais. Et d'un autre côté, les programmes d'études offrent pas tant de stages non plus. Et je trouve ça Oui. dommage. Ou alors des longs stages. Mais tu sais, j'aime mieux des petites des petites bouchées de plein de choses que pendant 6 mois, tu es à un endroit. Mais ça, c'est deux écoles de pensée. Ça, Oui. clairement, il y a des gens qui disent, bah non, t'es mieux de rester 6 mois, comme ça, tu vas beaucoup plus en profondeur. Mais ça se reflète beaucoup dans ma personnalité aussi. Je fais un autre parallèle pour illustrer ça, c'est avec le réseautage. Tu sais, Oui. je réseaute beaucoup, je fais beaucoup de réseautage, mais j'ai eu beaucoup de mal à m'enraciner quelque part. Dans les 2 dernières années où est-ce que j'ai réseauté, j'allais à plein de réseautages. Puis pour moi, c'était gagner, entre guillemets, quand j'arrivais quelque part et je connaissais personne. Je dis, yes, plein de nouvelles personnes à rencontrer. Et d'arriver quelqu'un où est-ce que je connaissais déjà, enfin, arriver quelque part et je connaissais déjà les gens, je suis comme, bah, c'est cool, on va renforcer le lien, mais c'est pas ça mon objectif numéro 1 pour le moment. Fait que bon, ça illustre un peu ce que, euh, ce que je disais, mais ouais, j'aime mieux prendre plein, plein de petites bouchées. Je pense que ça en dit plus long après sur. Parce que c'est plus facile de savoir ce qu'on ne veut pas que ce qu'on veut, je Oui. trouve. Ça, Et c'est comment c'est ce vrai. qu'on ne veut pas, c'est en expérimentant. T'es revenu à plusieurs reprises sur le réseautage. Ah ouais, ok, ça se peut. Non, mais je trouve ça intéressant parce qu'aujourd'hui, il y a un débat justement sur l'utilité du réseautage où ça a une couleur très beige. Tu sais, où Bah ouais. c'est encore du réseautage à l'ancienne, faut encore se déplacer. Souvent, c'est les mêmes communautés qui se voient depuis toujours. Et en fin de compte, on est très loin des idées d'innovation, d'agilité, de saveur du moment, appelons ça comme ça. Euh, donc, quand tu parles de réseautage, tu parles de réseautage physique, tu parles de réseautage traditionnel, ou Alors, t'as une tu sais, nouvelle approche. en temps de Covid, c'était Oui. pas physique, hein, c'était Oui. pas en personne, c'était en virtuel. Oui. Euh, et puis, je suis d'accord avec toi. Je pense que quand tu parles de réseautage un petit peu plus beige, c'est encore les vieux réseautages où est-ce que tu y vas et tu vends ta poire et tu sais, tu fais Oui. ton pitch de vente, ton pitch d'ascenseur pendant 30 secondes, mais pendant que les autres parlent, tu étais trop concentré à penser à ton propre pitch pour écouter les autres. Ça, c'est vraiment pas le genre d'endroit que j'aime et dans lequel je retourne parce que encore une fois, ce que je viens chercher, c'est la relation humaine et le contact humain. Viens pas me dire ce que tu fais dans la vie et ce que tu me vends quand, tu sais, on revient à ce que tu disais tout à l'heure, tu n'as même pas validé si j'étais potentiellement quelqu'un. Moi, je reviens pas, des fois, il y a des gens, tu es en réseautage, puis ils parlent d'eux pendant 10 minutes. Et j'ai une très bonne capacité d'écoute. Je suis une ancienne intervenante psychosociale, donc je sais écouter et j'aime ça. Mais après, je te dis, la personne a quand même, pendant 10 minutes parlé, elle s'est jamais intéressée à l'autre, elle, à son tour. Et donc, le réseautage, oui, j'en fais en personne. J'en fais moins en ligne parce que bah, j'aime ça revenir un petit peu en personne aussi. Mais là où est-ce que je me tiens, ça va plus être des endroits qui vont prôner cet aspect humain-là, de connexion avec l'humain avant de faire une transaction, admettons. Et je pense que c'est peut-être une façon de repenser le réseautage, je sais pas, mais c'est d'être centré et concentré sur l'autre. Tu vois, dans la première année que je me suis lancée à mon compte, j'ai fait énormément, énormément de cafés virtuels. Oui. C'est sérieusement sans blague, j'ai dû rencontrer en un an au-delà de 500, 600 personnes, à faire des Oui, petits quand cafés même. virtuels de 30 minutes à chaque fois. Et à chaque fois, c'est pas de dire, hey, voici, je suis Emeline, voici ce que je vends, est-ce que tu achètes? C'est de dire, ben, voici ce que je fais. Mon objectif, c'est qu'à la fin de l'appel, la personne, elle a compris ce que je fais. Pas pour lui vendre mon service, mais parce que si tu veux faire d'elle un ambassadeur, une ambassadrice de ce que tu fais, pas nécessairement pour elle, mais pour Ouais. son propre réseau, il faut qu'elle ait compris ce que tu fais. Et aujourd'hui, je suis en train de récolter les fruits de ce dur travail quand même, parce que Ah c'est oui. intense des fois d'enchaîner plein de trucs. Mais aujourd'hui, je récolte parce que les gens pensent à moi, ils comprennent ce que je fais. L'objectif premier n'a jamais été de leur vendre à eux. C'est de dire, cette personne, je suis sûre qu'elle va connaître quelqu'un dans son parcours qui aura besoin de moi à un moment donné. Donc pour ça, il faut qu'elle sache que j'existe. C'est toujours un peu ça, l'approche. Puis de connecter avec l'humain avant de connecter avec ce que la personne fait nécessairement. Toutes ces approches te sont venues naturellement? C'est venu de tes études? C'est venu de tes parents? Ou... Un mélange de tout ça, probablement. C'est vraiment difficile de savoir d'où est-ce que ça vient. Ouais, pour vrai.
Probablement mes parents. Des fois, il y a des phrases que mon père disait qui me reviennent en tête et c'est drôle parce que c'est un peu la vibe que j'ai en ce moment. T'es exemple, mon père, il dit souvent on n'est pas né pour être tout seul, que, tu sais, on n'est rien si on est tout seul, il faut être Mm. entouré des autres, c'est ce qui nous donne de la valeur aussi. Et ben, je suis totalement d'accord. Tu peux pas évoluer si tu es tout seul. Ou alors tu peux évoluer, mais en tout cas, je trouve qu'il y a tellement beaucoup plus de plaisir dans la vie d'être entouré et de... Ouais, fait que je sais pas d'où est-ce que ça vient, mais ça doit être un petit peu de tout ça, probablement. C'est cool. C'est une réponse. J'allais dire c'est une bonne réponse, et même une excellente réponse. C'est ta réponse. C'est super intéressant parce que tu es à la croisée de plein de compétences, de chemins, de personas différents, de stéréotypes, ce que je trouve extrêmement plaisant personnellement. Donc, je suis très content d'avoir pu capturer ce moment-là, ce qui permettra de faire un gros clin d'œil, pour pas dire du pied, parce qu'aujourd'hui, ça se fait plus du pied, parce qu'il faut faire tomber la personne, parce qu'elle arrive trop vite. En fait, c'est un crush-pat, ce qui n'était pas le but originalement, etc., etc. De montrer qu'en fait, tu existes et que ça peut être éventuellement un point de reconnaissance. Parce que tu es très loin des stéréotypes, tu sais, de cette pyramide dans la personne qui s'est fait toute seule, la personne qui est purement cartésienne, qui a fait que toutes les écoles, toutes les associations. Euh, Puis en plus, tu évolues dans un domaine qui est aussi passionnant et très spécifique. Mais comme tu l'as dit, c'est pas une CIS, c'est pas la télévision. Non, Ouais. exact. J'ai plein d'images de ça avec parce que NCIS a vendu tellement de rêves et Mhm. puis particulièrement en France, ceux qui sont lancés là-dedans, puis qui ont réalisé qu'en fait NCIS, t'étais pas avec tes ray je dis sur la scène, non non, t'es ganté, habillé tout en blanc, puis tu marches avec tes petits chaussons, puis la job commence, et t'es là pour des heures, donc c'est assez drôle. Euh, Toi qui as échangé avec tellement de personnes, qui as rencontré tellement de personnes, plus de 500 personnes, quelle est la question que personne t'a jamais posée que tu aurais voulu qu'on t'adresse? Une bonne question, c'est une sacrée question, ça. Euh, Parce que, tu sais, il y a des questions qui me viennent en tête, Oui, mais de l'autre bout du spectre, c'est la réponse qui n'est pas nécessairement facile à certaines de ces questions-là. Quand tu m'as posé la question là, à l'instant, la première chose qui m'est venue en tête, c'est en lien avec l'âge et en lien oui, avec le jeune âge surtout. C'est c'est pas tant une question, mais en tout cas, on m'a mis quand même beaucoup de bâtons dans les roues dû à mon âge, parce que je suis arrivée ici jeune. Initialement, je devais faire un stage. On m'a refusé mon stage parce que j'étais trop jeune, donc mon maître de stage a dû aller parler à mon lieu de stage pour accepter. Et je trouve que je sais pas, tu sais, les choses qu'on pose pas comme question, c'est comment les gens se sentent pour vrai. oui. Et d'un autre côté, la réponse est parfois inconfortable et parfois pas évidente non plus. Mais c'est ce qui me vient en tête. On est tellement pris par les tourbillons de la vie qu'on pense pas à dire est-ce que ça va, puis est-ce que ça va pour de vrai. On n'y pense pas nécessairement à tout ça. Et je suis quelqu'un, justement, comme t'as mentionné plusieurs qualités que je possède. Et d'un autre côté, les gens savent que on finit et que je finis par toujours retomber un peu sur mes pattes, donc les gens ne s'inquiètent pas. Et des fois, ça fait du bien que les gens s'inquiètent pour Oui. nous aussi. Tu sais, souvent, on entend, bah, Emeline, on s'inquiète pas pour elle, elle va y arriver. Mais tu sais, c'est le genre de question ou en tout cas de préoccupation qui fait quand même du bien de temps en temps. Même si vous inquiétez pas pour quelqu'un, demandez-lui comment elle va, demandez-lui. Soyez là au moins. Ouais. C'est extrêmement vrai ce que tu as dit, c'est extrêmement important de le rappeler. Encore plus avec cette j'ai dit après huitième, début neuvième saison de Covid. Je, Ouais. je considère ça des saisons d'épisodes, pardon, de séries Netflix. C'est Merci pour ce partage. C'est extrêmement intéressant. Euh, Après, je te dirais que l'âge, c'est souvent lié à la bêtise ou au vécu des gens. Donc, j'ai toujours considéré que les tel ou tel étaient compétents ou incompétents. Après, effectivement, pour le ça va,
C'est une réflexion que j'ai le goût de te partager puis d'échanger avec toi. Je discutais de ça avec des personnes sud-américaines sur le fameux ça va, ou qui comprenaient pas pourquoi quand ils répondaient normal, ça posait un problème en français. Mhm. Et c'est simplement parce que culturellement, quand on pose la question en français, on veut pas la réponse. Ouais. C'est ça va super. Même si tu es dans le trou, ça va super. Alors que Mhm. dans d'autres régions du monde, ben, ils vont dire la vérité. Tu sais, ça va normal. Puis quand ça va bien, ils vont dire ça va bien. Ou sinon, ça va moins bien. Donc c'est beaucoup plus... disons, l'échelle est beaucoup, beaucoup plus claire ou Mhm. explicite. Qu'en penses-tu? La valeur de la culture, ça va, Emeline? Ça se Oui, passe bien? tu me fais réfléchir, tu me fais réfléchir. Mais ben, tu sais, ça fait du sens avec, enfin, un pont avec ce que je disais, ou est-ce que avec cette question-là, les gens ne sont pas nécessairement prêts à réceptionner parce qu'après, c'est inconfortable. Donc, je pense que c'est pour ça que cette question n'a plus nécessairement de valeur aujourd'hui, parce que tu sais, les gens n'écoutent pas la réponse de toute façon. Et tandis qu'il y a peut-être d'autres éléments qui permettent d'avoir la réponse sans poser la question aussi. Mais pour ça, il faut être attentif. Euh, mais ouais, je sais pas trop comment répondre à ta question sinon ou si je vais dans la bonne direction. C'est une bonne réponse. Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne direction, hein. On n'est pas à l'école et c'est pas un plan formaté. Juste des réponses. Euh, je vais dire, je crois que ça faisait longtemps que je dis, j'ai pas autant fait homme plusieurs fois. Toi aussi, tu m'obliges à réfléchir, donc je te remercie pour ce moment. Je vais me faire tellement ramasser par tous les autres. Ah ouais, alors comme ça, on t'a pas fait réfléchir. Non, non, c'est pas ce que je voulais dire. Sans oublier les voix dans ma tête, ça aussi, ça aide pas. Bref, on a parlé un petit peu bah, de ton entourage, on a parlé de ton parcours professionnel. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Emeline pour les prochaines années ou le prochain step? De la santé, tu sais, j'ai pas de problème de santé en particulier, mais je pense que c'est le nerf de la guerre. Si on n'a pas la santé, on n'a pas grand-chose. Et moi, je fais un métier où est-ce que demain matin, je perds la voix, j'ai plus de travail, et je donne de la formation. Donc, je pense que c'est la santé, parce que quand on a ça, il y a beaucoup moins de soucis. Ensuite, il y a d'autres soucis, bien sûr, mais je trouve que ça, c'est celui où est-ce que tu as le moins de contrôle. On parlait du Moi, contrôle, justement, et ça, c'est donc de la santé et du plaisir. Je pense que c'est deux choses qu'on peut me souhaiter. Pour le plaisir, j'ai pas trop d'inquiétude. Pour la santé non plus, mais tu sais, on sait jamais, la vie va vite des fois. Donc, ouais. comme on dit, touchons du bois. Mhm. Maintenant, j'ai besoin que tu m'expliques quelque chose qui doit être sûrement un secret de famille. Comment t'as fait pour tous les faire venir au Québec? Tes frères, ta Ah! famille, t'as utilisé des menaces, tu leur as dit qu'il faisait pas froid, qu'est-ce qu'il y a? Comment tu leur as vendu ça? Ça va sûrement intéresser le ministère de l'Immigration. Bah, mon petit frère, ça a été facile parce que mon petit frère, ben, Saint-Martin étant resté Saint-Martin quand moi j'ai quitté, il n'y avait pas d'université pour lui non plus. Donc, ça a été facile. Ça a été facile. Il aurait pu choisir autre chose, mais la facilité l'a fait rapprocher de moi. Et mes parents, il y a un événement extérieur aussi. En 2017, on a eu Irma, un Oui, gros oui. ouragan sur l'île. Et mes parents ayant tout perdu, entre guillemets, ils avaient encore la maison, ils avaient un toit au-dessus de leur tête, etc. Mais plus de business, parce que mon père, je vous rappelle, était exterminateur. Il avait les contrats avec la collectivité, avec les écoles, les restos. Il n'y a absolument plus rien de tout ça. Ouais. Donc, du fait que j'étais déjà là, que mon petit frère était déjà là, on leur a dit, quitte à recommencer à zéro, rapprochez-vous de nous. Donc voilà, ça n'a pas été très long, que ça a été le choix qu'ils ont fait. Et puis voilà. Mon petit frère est venu aux études, puis mes parents, tu vois, encore à l'heure actuelle, tu sais, ils sont à la retraite, donc ils ont un visa de touriste, ils n'ont pas de visa nécessairement ici, ils se promènent, ils voyagent, ils en profitent. Oui, bah, c'est l'avantage de la retraite. Tu Ouais, tu ouais. te promènes quand tu as une bonne retraite. Donc, je note, ne pas avoir d'université ou la faire disparaître, et puis provoquer un ouragan. Ok, c'est noté. Comment faire déménager ses proches proches de chez vous. Ça, c'est un nouveau business. Ça. Il y a deux, trois idées à aller chercher là-dessus. Hum, je vais pas... Là, j'ai chopé le tic, ça va m'énerver, mais je vais le conserver là. Ah ouais, mais quand tu te rends compte, c'est vraiment fatigant. Moi, j'avais un moment donné avec un donc en formation. Oui. Donc,
Donc, là, voilà, ça m'énerve. Je m'haïs moi-même. Quand tu t'en Ah, rends compte, je comprends comment tu te sens. merci de compatir. Là, j'ai encore l'une qui sort. Tu nous as partagé plein d'expériences, tu nous as déjà donné pas mal de clés, je veux dire. D'habitude, j'ai des questions qui sont plus quel genre de conseils tu donnerais aux nouvelles générations, quel est le parcours, quel meilleur conseil qu'on t'a donné. Tu as déjà quasiment répondu à tout ça. J'ai posé la question un petit peu, bah, c'est ça, quelle est la question qu'on t'avait pas adressée? Tu nous as aussi répondu. Et j'ai le goût de m'aventurer dans un chemin que j'ai jamais pris avec toi, donc tu seras la première. Je t'ai invité à participer à ce podcast. Qu'est-ce qui t'a donné le goût de participer? Mais ça va, encore une fois, je vais faire des liens avec ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Deux choses. Numéro un, c'est de vulgariser davantage ce que je fais, de dire c'est une audience, et là, il y a plein de gens qui vont savoir que ça existe, que la cyber, c'est pas juste du technique, mais qu'il y a autre chose. Donc ça, c'est toujours ma motivation première, de dédiaboliser et de propager la bonne parole de la cybersécurité. Et numéro deux, ben, j'aime beaucoup partager, et même si, bon, le syndrome de l'imposteur est encore jamais très, très loin, hein, je pense, j'ai même parlé avec d'autres gens qui ont cinquantaine, soixantaine d'années qui disent, mais il partira jamais. Donc, voilà, on fait de la danse avec lui et on se dit ce syndrome-là qui va être toujours là, mais bref, de partager, quand même de partager parce que ça peut inspirer des gens. Et moi, j'ai été inspirée beaucoup d'autres gens qui, sans le faire exprès, ont dit des phrases qui te marquent. Et je me dis peut-être que sans le savoir, je vais réussir à faire ça. Donc, si je garde pour moi, c'est égoïste, une fois de plus. Donc, je partage et je partage. Donc le premier à te remercier encore une fois. Merci à toi. Merci, c'est toujours, toujours très chouette. Ouais, écoute, surtout quand c'est pensé. Mhm. Sans aucune transition, on va taper dans l'instant passion. Les gens, ils ont compris ce que tu faisais, ils ont compris, ils veulent consommer du Emeline, ils veulent avoir accès à tes services, parce que la passion, c'est bien, mais payer ses factures, c'est mieux. Comment qu'on fait-il pour te joindre? Emeline Manson sur Google devrait vous amener à plusieurs endroits. On est juste deux. J'ai une autre Emeline Manson qui est à Marseille, donc vous saurez que. Et puis elle est Oui. pas blonde du tout, donc voilà. Mais je suis très très active sur LinkedIn, très active sur YouTube aussi. C'est vraiment les deux principales plateformes où me retrouver. Et ouais, mais je pense que comme tu dis, tu parlais de passion, Mm. qu'avec la passion, bon, ouais. Mais bon, la passion, je sais pas, il y a une blague nulle qui me vient en tête et tu me diras, mais la passion, il y a quand même un fruit qui s'appelle le fruit de la passion. Donc, on peut le manger un petit peu, la passion aussi. Donc, bref, parenthèse très nulle. Mais non, je pense que ça fait pas manger, mais ça tient en santé, probablement. Donc. Ça va finir sur un t-shirt. Ah, Ça va finir sur un t-shirt. Moi, je l'annonce maintenant. Il nous reste quelques minutes, ou plutôt j'ai le goût de te garder encore quelques minutes, parce que j'ai le goût d'aller au bout de cette rencontre-là. Si je te donne carte blanche, de quoi tu voudrais parler? Euh, on reste dans mes tocs d'organisation et de planification, mais quelque chose qui m'aide encore beaucoup aujourd'hui. Et tu sais, je trouve qu'une chose que l'humain a beaucoup de mal, c'est de dire non. Alors, moi, comment je fais pour dire non? Je me mets un cadre pour me sentir moins coupable. Et ce cadre-là, c'est de me poser des questions. Quand quelqu'un me propose un projet, quand quelqu'un me propose de tourner un podcast, j'ai toujours quatre questions qui me permettent de rester alignée à qui je suis et enligné sur mes objectifs. Et je te partage ces questions-là. Euh, Est-ce que mes clients s'y trouvent ou est-ce qu'il y a des collaborations possibles? Première chose que je me pose comme question. Ensuite, c'est est-ce que c'est rémunéré? Est-ce que, tu sais, parce que voilà, tu disais la passion, Oui, voilà, ça ne fait pas manger. Donc, est-ce que c'est rémunéré quand même? Est-ce que c'est amusant? Parce qu'on le disait, le plaisir, c'est une valeur aussi importante pour moi. Et la dernière question que j'ai ajoutée il n'y a pas si longtemps et qui m'est venue comme ça à un moment donné, c'est est-ce que j'y enverrai un employé? Tu sais, parce que si la réponse est non, pourquoi moi j'y vais à ce moment-là? Si moi. je ne vois pas la valeur de payer quelqu'un pour me représenter, y aller, pourquoi moi, personnellement, je prendrais mon temps et j'irai? Donc, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup et que je me sens moins coupable à ce moment-là de dire non. Donc, voilà, qui sont peut-être orientés business, mais
trucs qu'on peut transposer à nos vies perso aussi. Là, je viens de finir un livre que tu connais peut-être. C'est Tim Ferriss qui l'a fait, celui qui a fait la semaine de 4 heures. Et Oui. c'est La tribu des mentors. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ce livre et les questions qu'il a posées et les réflexions que les gens ont amenées. Et ben, justement, il avait la question à quoi est-ce que vous avez du mal vous avez appris à dire non ou à quoi est-ce que vous avez du mal à dire non. Puis finalement, on est tous au même niveau, hein. On est tous des humains et on est tous pareils. On a tous du mal à dire non et on apprend à le faire. Donc, moi, je me sens moins coupable de faire certaines choses quand j'ai un cadre et que c'est comme une petite recette et je me dis, ah bah ok, la fin de la recette, c'est ça que ça donne comme résultat. Et que je me sens moins coupable que de dire non sans justification, genre. Fait qu'il y a peut-être des gens à qui ça va parler. Donc, faites-vous des petites questions aussi qui sont importantes pour vous et vous vous sentirez moins coupable quand vous direz non. Quand c'est que tu écris ton livre? Probablement jamais. Je parie pas, puis je parie jamais, sauf pour dire des niaiseries, mais tu donnes déjà des formations. Il y a peut-être, t'as l'air déjà d'avoir plein de méthodologies, plein de choses que tu t'es appropriées, que tu as remixées à ta sauce. Moi, je dis il y a un livre de demain à dans jusqu'à très très longtemps qui est tout à fait possible. On ne ferme pas la porte. C'est un peu comme voyager depuis l'étranger, travailler depuis l'étranger ou peu importe. La porte n'est pas fermée. On verra quand il y aura un courant d'air qui l'ouvrira un petit peu plus. Est-ce qu'on te l'a déjà proposé d'écrire un livre? Non, pas nécessairement. Et il faudrait que je me pose mes 4 questions justement pour valider si c'est quelque chose. Et puis quand je dis non à quelque chose, c'est jamais un non définitif non plus. C'est un non pour le moment. Mais voilà, on ne sait pas de quoi la vie est faite ensuite. Mais me le proposer, non, j'ai quelqu'un qui me l'avait proposé, qui voulait peut-être qu'on co-écrive un livre. Je suis comme, oh ok, c'est ouais, c'est rigolo, on verra. Mais c'est pas planifié de mettre de l'énergie là-dedans prochainement en tout cas. Je te remercie, Evelyne. J'utilise toujours cette phrase, il n'y a point de bonne compagnie qu'il se quitte. Mhm. Et tu as été extrêmement efficace et efficiente. Donc, on reconnaît la professionnelle. Moi, c'est sûr que je mettrai les liens vers tes réseaux. Et il est certain qu'on rediscutera en on et en off. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais nous partager avant que le micro se ferme? Cette séquence est là pour éviter le fameux regret après. C'est en Mhm. disant, ah, mais je voulais parler de ça, ou ah oui, c'est vrai, j'avais préparé ça, j'ai pas pu le dire. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais nous partager, nous dire à tout prix avant de le regretter ce soir ou dans quelques secondes quand j'aurai tout éteint? Ben, maintenant que tu m'ouvres cette porte-là, oui, il y a peut-être quelque chose que je voudrais ajouter en lien avec la créativité. Oui. Parce que quand on est quelqu'un de très cartésien, de très analytique, de très dans la production et le résultat, on a tendance à penser qu'on n'est pas créatif. C'est quelque chose que j'ai longtemps pensé moi-même. Et je pense que c'est important de renouer avec notre créativité. Puis ensuite, s'ajoute aussi le fait qu'il y a certaines personnes qui naissent avec des passions. Et quand tu n'es pas avec une passion, bah, tu te dis, bah, j'ai un peu loupé ma vie, je ne sais pas trop ce que je fais là finalement. Et je suis fascinée par les gens qui ont des passions, qui font certains sports avec un dévouement incroyable. Mais voilà, quand on n'est pas avec cette passion-là, c'est pas toujours évident. Mais je pense que c'est important quand même de se dire qu'on est tous et toutes créatifs. Moi, un livre qui m'a beaucoup aidé, puis ça sera être une petite référence qu'on pourra donner, c'est un livre qui s'appelle Comme par magie d'Elizabeth Gilbert, que j'ai lu il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans, et qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidé. Pour vrai, j'invite les gens qui pensent qu'ils ne sont pas créatifs à lire ce livre-là. Puis, tu sais, des fois, on lit des livres, puis ça ne nous parle pas. On le Oui. pose sur une tablette, on le réouvre 1 an plus tard, 2 ans plus tard, puis là, ça nous parle ou on perçoit des choses différentes. Fait que, on est tous créatifs, on a juste des façons différentes de l'exprimer. Et c'est encore un mot, tu sais, les mêmes mots qu'on disait tout à l'heure. Je ne suis pas entrepreneur, je ne suis pas experte, je ne suis pas créative. Ben, de revenir un petit peu à l'essence même et de dire, ben, tu sais, pour vulgariser autant et pour faire autant d'analogies dans mon travail, il faut être quand même quelqu'un de créatif. Donc, un beau livre, sincèrement, à s'offrir à soi-même. Mm. Alors, c'est noté. Je le connais pas, je vais l'ajouter à ma liste de lecture. Ça va être sûrement intéressant. Ça a vraiment été cool d'échanger avec toi, Émilie. Non, mais vraiment, je te remercie. Euh, on reconnaît la professionnelle vidéo, audio, Ah ouais. qui s'est pensé son temps et son texte. Je tiens à le souligner.
j'étais même pas préparée. Pour vrai, même pas préparée. En plus, je pense que c'est L'expérience. ce que tu ne voulais pas non plus qu'on vienne Exactement. préparer. Donc, Exactement, non, non. Puis même les gens qui viennent préparer, je m'arrange pour dépréparer tout ça. Ça marche comme ça. Je dis, non. Je lui dis, la base est simple, café, thé ou kombucha. Bah, c'est un peu tôt pour l'apéro, même si c'est toujours l'heure de l'apéro quelque part dans le monde. ouais, Mais c'est le vrai. seul deal, c'est qu'il faut venir le chercher. Moi, je te l'offre, mais faut... Donc, je te dis, entre nous, ça va encore. Mais les gens qui sont à l'autre bout du monde, des fois, il faut gérer deux, trois trucs. Ouais, ouais, ouais. Mais Donc, merci à toi, mais une nouvelle fois, pour l'opportunité, pour tes questions qui m'ont fait réfléchir. Et ouais, c'était vraiment très agréable. alors, c'est moi qui te remercie à nouveau. Je suis content parce que objectif atteint. Enfin, une personne qui m'a dit que Check. c'était bien. Yeah! Une sur 30. Yeah! Donc, une dernière fois, un grand merci pour les gens. Allez lui parler, renseignez-vous, suivez-la sur les réseaux, sa chaîne YouTube aussi. J'insiste là-dessus au niveau de la vulgarisation, puis des trucs tout bêtes et tout, c'est l'idéal. Et moi, je partage souvent mon contenu pour la qualité, c'est pas juste parce que c'est le fun, hein. Donc, foncez-y. Donc, une dernière fois, les yeux dans la caméra, un grand merci, et je te laisse le mot de la fin. À toi de jouer. Merci, lâchez pas et le plus petit pas possible. Ça devient moins confortable et ça fait moins peur. Lâchez pas. Et voilà, c'est déjà fini. Un grand merci pour ton écoute. Bye bye.